Chaque fois que quelqu'un cherche les meilleurs films de l'histoire, Internet lui recrache les mêmes lieux communs. Les classements d'IMDb, Letterboxd ou Film Affinity. Et bien qu'il y ait des vérités absolues comme Le Parrain, la plupart ne sont même pas près d'être les meilleurs. L'inertie du consensus et la tyrannie de l'algorithme ont créé un mirage, laissant 90% des véritables sommets de l'art complètement de côté. Les miracles du cinéma qui ont vraiment le pouvoir de changer ta vie restent complètement invisibles pour le grand public. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un top prévisible, ni une liste de recommandations sympathiques. Aujourd'hui, tu vas découvrir un nouveau monde. 10 chefs-d'œuvre absolus, d'un niveau historique incontestable, qui vivent dans l'ombre en attendant d'être découverts. Le Cercle Rouge est le meilleur film de braquage de tous les temps. Mais son cœur va bien au-delà. Jean-Pierre Melville filme le crime comme s'il s'agissait d'une messe, avec une perfection géométrique qui te captive par pur magnétisme. Un voleur tout juste sorti de prison, un assassin en cavale et un ex-flic alcoolique unis par le cercle rouge du destin se croisent pour réaliser le casse parfait dans une bijouterie inexpugnable. Cela donne lieu à l'une des scènes les plus parfaites de l'histoire du cinéma. La séquence centrale du braquage dure une demi-heure entière dans un silence absolu. 30 minutes où tu n'entends que le métal, les respirations retenues et le poids suffocant du danger. Melville a tellement confiance en sa propre caméra qu'il n'a besoin d'aucun feu d'artifice ni de rebondissements absurdes pour te prendre à la gorge et t'empêcher de cligner des yeux. Dans cette œuvre, le crime n'est ni ambition ni matérialisme. Il n'y a pas de cynisme comme dans le film noir américain. Ici, les personnages ont un code d'honneur et une cause supérieure qui est plus importante que l'argent et que leur propre vie. Alain Delon, avec son mythique trench coat et un regard qui brise la glace, possède une aura et un magnétisme que, tout simplement, aucun acteur n'a jamais réussi à égaler. La seule chose terrible avec ce film, c'est qu'après l'avoir vu, il n'y a pas de retour en arrière. Le cinéma moderne, avec son ironie ridicule, sa laideur et son vide spirituel, te paraîtra être un déchet face aux dieux du cinéma européen. Si tu crois qu'Interstellar ou Dune sont la limite de la science-fiction, c'est parce que tu ne connais pas le film le plus ambitieux, extrême et dément jamais tourné. Sur le globe d'argent est une odyssée cosmique si sauvage qu'elle a failli détruire la santé mentale de son réalisateur, Andrzej Żuławski. Un groupe d'astronautes fuit une Terre en ruine pour repartir de zéro sur une planète vierge. Mais ce qui commence comme une utopie dégénère rapidement en un cauchemar tribal, une religion sanglante et une sauvagerie primitive absolue. Visuellement, c'est une folie fiévreuse. La caméra bouge comme si elle était possédée. Les acteurs jouent au bord de l'effondrement mental. Et les décors sont d'une échelle si colossale qu'ils ridiculisent n'importe quel effet numérique moderne. Tu te demanderas comment il a été possible de financer un tel délire. Pour le comprendre, il faut voyager dans la Pologne des années 70. Le gouvernement communiste, qui à l'époque faisait aveuglément confiance au réalisateur, lui a accordé un budget titanesque, faisant de ce film la plus grande superproduction de l'histoire du pays. C'est quelque chose qui, tout simplement, ne se reproduira jamais. Il semblait que le communisme, pour la première fois, apporterait quelque chose de positif. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Le régime, terrifié par le pouvoir subversif et la charge philosophique de l'œuvre, a ordonné l'arrêt du tournage, alors qu'il était achevé à 80%. Ils ont détruit les décors, brûlé les costumes et confisqué les pellicules. Ce fut une tentative d'assassinat artistique. 10 ans plus tard, après la chute du bloc soviétique, Żuławski a récupéré les négatifs survivants et a comblé les scènes manquantes en filmant les rues de Varsovie, tout en expliquant, de sa propre voix, ce que la dictature nous avait volé. Le résultat est un chef-d'œuvre blessé, brisé, mais d'une force spirituelle dévastatrice. Voir ce film, c'est assister à un miracle qui a survécu à sa propre exécution. Après la démence de la place précédente, il est temps de redescendre sur Terre, avec l'une des œuvres les plus pures, humaines et mélancoliques que cet art nous est offerte. Alice dans les villes suit l'histoire de Philippe, un journaliste allemand embourbé dans une profonde crise existentielle alors qu'il voyage à travers des États-Unis sans âme et vide. Sa vie bascule complètement lorsque, par un coup du sort dans un aéroport, il se voit contraint de prendre en charge Alice, une fillette de 9 ans dont la mère a disparu.
Ensemble, ils entreprennent un voyage improvisé à travers l'Europe pour retrouver la grand-mère de la petite, sans autre indice qu'une vieille photographie d'une maison sans nom. Ce qui, entre les mains d'Hollywood, aurait été un drame larmoyant et commercial, devient ici de la pure poésie visuelle. Wenders dresse le portrait de la solitude urbaine et de la perte d'identité à travers la photographie analogique d'un Polaroid. L'alchimie entre les deux protagonistes est si réelle, honnête et éloignée des clichés enfantins qu'elle te désarme complètement. Un road movie hypnotique qui ne cherche pas l'alarme facile, mais à te rappeler la beauté des rencontres fortuites et le poids de la nostalgie. Un cinéma avec une âme, de celui qui t'étreint la poitrine et te laisse une empreinte indélébile. Opening Night raconte la désintégration de Myrtle Gordon, une célèbre actrice de théâtre qui affronte l'abîme du vieillissement tout en répétant sa dernière pièce. Sa réalité se brise complètement lorsqu'elle assiste à la mort accidentelle d'une jeune fan obsédée par elle. À partir de ce traumatisme, le fantôme de la jeune fille et la panique face au temps qui passe se confondent avec le scénario qu'elle doit interpréter, estompant la frontière entre la scène et la vie. Cassavetes filme cette chute libre sans la moindre trace d'artifice ou de compassion esthétique. Sa caméra, étouffante et nerveuse, traque les visages en sueur, les regards perdus et le refuge de l'alcool, cherchant à capturer la vérité dans son état le plus pur et le plus violent. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que chaque scène semble improvisée, tellement elle est réaliste. Et pourtant, tout était maladivement calculé. L'acteur n'avait aucune marge d'erreur. Chaque mouvement, chaque mimique faciale était mesuré par le réalisateur et soutenu par un scénario ultra détaillé de 200 pages. Au centre de cette mécanique implacable brille Gena Rowlands, qui dévore le texte pour le transformer en une catharsis vivante, brutale et absolument imprévisible. C'est du cinéma à vif qui ne cherche pas l'applaudissement facile, mais qui t'oblige à regarder quel personnage tu t'es inventé pour survivre au quotidien. Imagine qu'on t'envoie sur une planète enlisée dans un Moyen-Âge perpétuel, avec une seule règle. Tu possèdes la technologie d'un dieu, mais tu ne peux qu'observer. Tu ne peux pas arrêter les exécutions. Tu ne peux pas nourrir les affamés. Et il t'est interdit d'intervenir lorsque cette société décide de traquer et d'exterminer quiconque essaie de penser, de lire ou d'écrire. C'est ce calvaire moral qui donne son titre à « Il est difficile d'être un dieu ». Son réalisateur, Alexei German, a littéralement donné sa vie pour cette œuvre. Il a consacré 15 ans d'obsession totale à sculpter chaque photogramme, décédant juste avant de pouvoir la voir sortir en salle. Ce qu'il nous a laissé est une expérience viscérale qui te pénètre jusqu'aux os. La caméra flotte comme un témoin invisible à travers le brouillard, la boue et la pluie, effaçant toute distance pour t'obliger à regarder la décadence humaine en face. Mais le véritable poids du film ne réside pas dans sa violence physique, mais dans le regard de son protagoniste. Un scientifique piégé dans le pire des enfers, à savoir avoir le pouvoir de sauver un monde et se voir obligé de contempler sa destruction dans un silence total. C'est un monument sauvage sur l'horreur de l'ignorance, le testament définitif d'un génie dont l'œuvre, cachée dans l'ombre, appartient déjà à l'éternité. Faire la suite d'un chef-d'œuvre intouchable est généralement considéré comme un suicide artistique. Cependant, Wim Wenders ne cherchait pas à exploiter le succès des ailes du désir, mais à achever son traité définitif sur l'essence humaine. Un ciné si loin, si proche. Dans le film original, Damiel renonçait à l'éternité, parce qu'il avait trouvé sa moitié. Mais que se passe-t-il avec Cassiel ? Eh bien, épuisé d'être le témoin muet de la souffrance des autres, il brise toutes les règles célestes et décide de devenir mortel pour sauver la vie d'une petite fille. Mais bien sûr, il n'a pas un amour pour le soutenir. Il se retrouve complètement seul au milieu du chaos et du vide de la modernité. Ce film ressemble à un magnifique cauchemar, où Cassiel se heurte violemment à la dureté de la survie. La cupidité, le crime organisé, l'alcool et l'abandon. Si le premier était le paradis, celui-ci est un purgatoire. Ici, il y a la mafia, il y a des fusillades, il y a des aventures, il y a l'alcoolisme, et il y a Willem Dafoe en personne. C'est une exploration fascinante de la façon dont la pureté de l'esprit se salit irrémédiablement au contact de la réalité urbaine. Toute cette atmosphère crépusculaire est enveloppée par ce qui est, sans aucun doute, la meilleure chanson de l'histoire de U2. Un morceau déchirant qui est tenu par et pour ce film,
et qui capture à la perfection cette mélancolie de l'ange déchu qui donnerait n'importe quoi pour rester. Mais au milieu d'une telle chute libre, le véritable phare du film se trouve là-haut. Observant les humains avec un amour infini, se tient Nastassja Kinski, qui ne joue pas la comédie, mais incarne l'ange qu'elle est véritablement. Oublie la logique, le temps, et tout ce que tu croyais savoir sur la façon de raconter une histoire. Pénétrer dans l'année dernière à Marienbad, c'est accepter une invitation à perdre la raison dans le labyrinthe le plus élégant et étouffant jamais filmé par l'être humain. Le point de départ est une énigme éternelle. Dans un hôtel de luxe colossal, un homme aborde une femme en affirmant qu'ils se sont rencontrés l'année précédente au même endroit, qu'ils ont vécu une romance et qu'elle lui a promis de s'enfuir ensemble aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle ne se souvient d'absolument rien. À partir de ce choc, Resnais détruit la linéarité du temps. Les couloirs géométriques, les statues figées et les miroirs infinis se fondent en une boucle où le passé, le présent, le rêve et la mémoire coexistent dans le même cadre. Ce qui fait de cette œuvre un sommet incontournable du 7e art, c'est sa capacité à t'entraîner dans un état mental pur. Resnais ne veut pas que tu comprennes le film comme s'il s'agissait d'un puzzle logique, il exige que tu t'y perdes. C'est un jeu de séduction obscure, sur la façon dont nous manipulons nos propres souvenirs pour survivre, ou comment le désir est parfois capable de réécrire la réalité. Ne cherche pas de réponse rationnelle. C'est le cinéma transformé en un labyrinthe de la psyché humaine. T'est-il déjà arrivé d'être entouré de gens dans une grande ville et soudainement de ressentir une solitude étouffante ? Ce vide a un nom et un prénom, Michelangelo Antonioni. L'éclipse est l'autopsie définitive de la société moderne. Un miroir froid qui nous montre comment les masques sociaux et le bruit de la civilisation nous ont dépouillés de la capacité d'aimer et de nous connecter à l'autre. L'histoire suit Vittoria, une jeune femme qui entame une romance avec un courtier en bourse cynique et hyperactif, interprété par Alain Delon. L'idylle semble inévitable, mais sous la surface de leur rencontre dans une Rome à l'architecture aliénante et moderne, il n'y a pas de passion, il y a une déconnexion insurmontable. Les personnages se touchent, mais ne ressentent rien. Cependant, ce qui élève ce film au rang de divinité, c'est sa dernière partie. Antonioni prend une décision de réalisation si radicale, si folle, et tellement en avance sur son temps, qu'elle a définitivement altéré les règles du langage cinématographique. Un point culminant en rupture totale, qui te laisse le cœur glacé, t'obligeant à regarder directement dans les abysses de la solitude urbaine. Quand l'écran passera au noir, il te faudra des jours pour assimiler la claque conceptuelle que ce génie vient de t'infliger dans les dernières minutes. Quand un esprit se brise complètement, après une rupture traumatisante, il n'y a pas de dialogue mélancolique ni de profonde réflexion. Il y a du chaos, de la paranoïa et une perte brutale d'identité. Et absolument personne n'a traduit cette fracture avec la férocité d'Andrzej Jouavski dans Possession. À la 9e place, je t'ai déjà parlé de la démence de ce réalisateur. Ici, cette même folie abandonne les étoiles pour s'enfermer entre les 4 murs d'un appartement, dans un Berlin froid, gris et coupé en deux par le mur. Le film nous entraîne dans la procédure de divorce infernale entre Anna et Mark, interprétés jusqu'à la limite absolue par Isabelle Adjani et Sam Neill. Jouavski a canalisé la rage de sa propre séparation dans la vie réelle et a décidé de la matérialiser à l'écran. Il utilise les codes de l'horreur et du grotesque, non pas pour t'offrir des frissons bon marché, mais pour donner une forme physique à la culpabilité et au ressentiment. Le point de non-retour arrive dans la mythique séquence des couloirs du métro. Ce que fait Isabelle Adjani dans ces 3 minutes n'est pas de la comédie. C'est un véritable exorcisme, un sacrifice face à l'objectif qui te retourne l'estomac et te paralyse dans ton fauteuil. Possession est un miracle brutal et extrêmement inconfortable, transcendant complètement le genre de l'horreur pour devenir une catharsis métaphysique. Jamais la douleur n'a été filmée d'une manière aussi belle que dans Le Mépris. Tout commence avec Paul, un écrivain qui corrompt ses propres idéaux pour adapter l'Odyssée d'Homère aux caprices d'un producteur cynique. À mesure que Paul cède sa dignité pour de l'argent, sa femme, interprétée par une inaccessible Brigitte Bardot, commence à le regarder différemment. Il n'y a pas de grande dispute, il n'y a pas de trahison dramatique. C'est la déconnexion la plus lente, la plus réelle et la plus douloureuse qu'une caméra ait jamais capturée. Mais il ne s'agit pas d'une histoire de désamour. C'est la capture de cet instant précis où tu te réveilles de l'illusion.
Le moment où tu vois, avec une clarté désolante, que tu n'as jamais été amoureux de ton partenaire, mais d'un idéal que tu as toi-même projeté. Une pureté qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à cet amour réel qui n'est pas encore apparu. Parce que le véritable amour ne se brise pas. Ce qui s'effondre ici n'est que le mirage. Et ne sois pas effrayé par le fait que le film soit de Jean-Luc Godard. Je le déteste moi-même, mais ici, un miracle s'est produit. Ce fut la seule fois de sa vie où il a dû ravaler son ego parce qu'il y avait des producteurs pour le surveiller, et le résultat fut son chef-d'œuvre définitif. Il l'a fait en nous enfermant pendant un tiers du film, dans un appartement, dans une chorégraphie étouffante de reproches muets qui a changé le langage du cinéma pour toujours. Sa beauté visuelle est insoutenable. Godard transpose ce naufrage dans la lumière éclatante de Capri et de la Villa Malaparte, où la mesquinerie humaine se heurte à l'indifférence éternelle des dieux grecs. Le tout enveloppé par la partition de Georges Delerue, dont les cordes semblent pleurer ce que les personnages ne peuvent plus exprimer. Même le mythique Fritz Lang apparaît ici en jouant son propre rôle, errant comme un fantôme qui représente la pure dignité de l'art face à la vulgarité moderne. C'est, tout simplement, l'un des sommets de l'histoire du cinéma. Un joyau qui reste intact et qui, dès aujourd'hui, fera partie de ta façon de voir le monde. Tu as désormais une carte de 10 œuvres capable de changer ta façon de voir le cinéma. Le reste dépend de toi. Ose regarder l'un des films de cette liste, car tu pourrais bien y trouver ton nouveau film préféré. Si tu veux que cela devienne une série, soutiens-la avec un bon like et abonne-toi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, on se voit très vite.